En l'absence de Fernand Seguin, présentement en vacances, l'animateur de ce soir, Pierre Paquette. Bonsoir. En 1966, c'est l'année où la France nous a découvert pour la seconde fois. Nous pensons tout de suite aux chansonniers qui ont été acclamés vraiment dans les plus grands musicals français. Presque chaque éditeur français a tenu à présenter son auteur québécois. Même un critique français a déclaré que Montréal était devenue la capitale de la littérature française. C'était peut-être un peu exagéré, mais quand même, ça nous a fait grandement plaisir. Chapeautant, cette année exceptionnelle, un jury littéraire français couronnait un roman d'une de nos jeunes compatriotes, Une saison dans la vie d'Emmanuel. Voici sa mère. Il la reconnaît. Elle ne vient pas vers lui encore. Il pourrait croire qu'elle l'a abandonné. Il reconnaît son visage triste, ses épaules courbées. Elle ne semble pas se souvenir de lui avoir donné naissance ce matin. Elle a froid. Il nous fait plaisir d'accueillir ce soir Mademoiselle Marie-Claire Blais, prix Médicis 1966. Bonsoir. Où étiez-vous, Mademoiselle Blais, quand on vous a annoncé que vous gagnez ce prix? Moi, j'étais à Paris avec les amis de la Maison Grasset et nous étions tous très inquiets. Et lorsque nous l'avons appris, nous étions très heureux parce que nous avions commencé à perdre l'espoir à la fin. Vous aviez commencé à perdre espoir, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vous savez, on a tous ces doutes. À la dernière minute, comme ça, on ne savait plus du tout, vraiment. Si vous me dites, Mademoiselle Blais, que vous aviez commencé à perdre espoir, c'est donc dire que... On l'avait eu. Voilà. Oui. Qu'à ce moment-là, c'était déjà quand même quelque chose d'assez important pour vous. Eh bien, c'était important pour moi, oui. C'était important pour la Maison Grasset, pour mon éditeur, pour mes amis là-bas. Et c'était une chose que nous partagions. Quand je suis arrivée à Paris, c'était une chose... nous l'espérions. Est-ce que vous avez manifesté certaines réticences peut-être à vous rendre à Paris? Non, pas une réticence. Simplement que c'était difficile, dans la mesure où je ne savais absolument pas ce qui se passerait. Et ça demandait un certain courage que je n'avais pas au moment de partir. Vous êtes quand même parti? Oh oui, mais c'était plus difficile au moment où je suis partie. C'est 2 jours avant de partir que j'ai commencé à hésiter. Pas une question que je peux me permettre de vous demander. Si vous n'aviez pas, si ce soir-là, on vous avait dit non, vous n'avez pas gagné ce prix Médicis, est-ce que vous auriez peut-être ressenti un certain soulagement, non? Eh bien, j'aurais eu de la peine et... je ne sais pas comment répondre à votre question parce que je suis surtout soulagée du contraire. Parce que d'une façon ou d'une autre, vous avez gagné ce prix Médicis et peut-être que certains de nos téléspectateurs se demandent à ce moment-ci ce qu'est exactement ce prix Médicis. Eh bien, pour nous renseigner, nous avons consulté M. Yves Berger, écrivain, et qui est directeur littéraire aux éditions Grasset. Que le phénomène de l'édition française qui différencie l'édition française de toutes les autres éditions au monde, c'est l'importance des prix littéraires. À partir du mois de novembre jusqu'en décembre, il s'en décerne 5 ou 6. La plupart sont très connus, comme le prix Goncourt ou le prix Féminin. Et le prix Médicis de cet ensemble de prix est le dernier créé. Et il a été créé par des gens dont la plupart sont des écrivains de très très grande valeur et qui ont une réputation d'intégrité intellectuelle exceptionnelle. C'est donc, si vous voulez, un prix qui n'a pas le retentissement du prix Goncourt, qui est une sorte d'institution en France et même à l'étranger, mais le prix Médicis a une réputation d'intellectualité qui en fait son originalité. Et c'est un prix qui est très suivi, lu par les gens, dont les préoccupations sont avant tout des préoccupations littéraires, des préoccupations esthétiques. C'est donc, si vous voulez, vraiment un prix qui constitue une reconnaissance de la valeur littéraire de celui qui le reçoit. Monsieur Berger, pourriez-vous nous donner les noms de quelques-uns des membres du jury du prix Médicis? Oui, Marie-Claire Blais, par exemple, a eu des opposants dont le nom est très connu, Rob Grillet, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute ont voté contre elle.
Sur cela, on n'insistera pas si vous le voulez bien. En revanche, elle a eu aussi, les gens qui l'ont soutenue ont des noms célèbres. Il y a eu le fils de Jean Giraudoux, par exemple, Jean-Pierre Giraudoux, qui a été un de ses alliés de la première ère. Claude Mauriac aussi, le fils de François Mauriac, qui a été le premier même dans la presse française à parler de son livre. Et il y a eu également Jean Quérol, dont l'intérêt pour le Canada est bien connu. Bref, je crois qu'elle a été aussitôt reconnue comme un écrivain de grande qualité par ses pairs. Merci. Tous ceux qui ont eu le plaisir de lire vos romans, Mademoiselle Blais brûle du désir de mieux vous connaître. Quelques petites notes biographiques, si vous le permettez. D'abord, vous êtes né où? À Québec. Québécois. Oui. Vous avez fait vos études à Québec? Oui. Interrompues, mais enfin, je les ai commencées là-bas, oui. Quel genre d'étudiante étiez-vous? Brillante? Pas du tout. Pas du tout? Non. Dernière de classe, c'est vrai? Ben, je dirais pas ça. Faut mais pas enfin. exagérer quand même. Et puis, c'est pas le moment de dire ça. Ce serait peut-être un encouragement merveilleux pour celles qui ont peut-être un peu de difficulté à faire leurs études. Non, je ne crois pas. J'admire les gens brillants. Dès ce moment-là, est-ce que vous vous occupiez quand même déjà de littérature? Vous aviez un penchant pour les lettres quand vous étiez encore en classe? Un penchant pour les poèmes, pour la poésie, pour les histoires. Oui. Vous avez travaillé, vous avez d'abord commencé dans le marché du travail avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la littérature. Eh bien, il fallait gagner sa vie. Je crois que c'est le problème de beaucoup d'écrivains canadiens. Je crois que Régent Ducharme est un employé de bureau, comme je l'étais à l'époque. Et Je sais que Régent Ducharme a déjà dit qu'il n'avait pas de talent particulier pour être employé de bureau et que même s'il avait du talent pour l'être, il ne voudrait pas l'être. Est-ce que vous avez aimé cette expérience? je crois qu'on ne l'aime pas beaucoup, non? Parce que ce qu'on veut, c'est écrire et tout ce qui vous distrait de votre travail vous fait du mal. Mais enfin, c'est l'expérience de la vie aussi de travailler, c'est très important. J'en conclus que vous n'étiez quand même pas d'une famille à l'aise. Modeste. Modeste. Et vous deviez quand même travailler pour gagner votre vie à ce moment-là. Eh bien, aussi, c'était pour mes propres désirs d'indépendance. En 1959, et vous étiez toute jeune en 1959, vous avez publié votre premier roman. Un roman qui est assez surprenant, je pense, si on pense à l'âge que vous aviez, c'était La Belle Bête. Oui. Un roman, est-ce que je peux dire, c'était un roman noir? Oui, c'était un roman très sombre. Oui, ça ne va pas changer d'ailleurs. Ce sont tous des romans sombres. C'est vrai. Plusieurs personnes ont dit à ce moment-là qu'il est extrêmement surprenant de lire un roman si sombre, écrit par une jeune fille dans un âge aussi tendre. Est-ce qu'ils ont eu raison de dire ça? Non, parce que, enfin, peut-être, mais personnellement, je pense que quand on est jeune, adolescente surtout, on est très brutal. On a une vision de la vie personnelle et cruelle, très ingrate. En 1959, ça n'a pas dû être tellement facile de réussir à faire publier ce roman qui était particulièrement difficile, oui. Eh bien, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Par exemple, je peux me permettre? Je pense au Père Lévesque. Oui. C'est assez curieux de penser que c'est un prêtre qui, finalement, vous a permis de publier ce roman qui a certainement été considéré par plusieurs à l'époque comme très osé. Eh bien, c'était un certain courage de sa part, de voir de sentir le besoin de communication entre un écrivain solitaire et un public inconnu. Depuis déjà quelques reprises, vous m'avez parlé de solitude. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout le long de cette émission. À l'époque, en 1959, vous étiez déjà très seul. Oui, peut-être plus que maintenant. Parce que moins compris? C'est-à-dire moins mûr. Je ne vais pas dire que je suis mûre maintenant, mais je veux dire simplement que j'étais plus farouche, quoi. C'est grâce au Père Lévesque si vous êtes parti pour l'Europe à ce moment-là? Oui. J'ai obtenu une bourse du Conseil des Arts et j'ai pu aller passer une année à Paris et écrire en liberté. Vous gardez de cette époque, est-ce que déjà les choses commençaient à aller mieux pour vous? Si vous gardez
un souvenir encore pénible de cette époque à Paris? Eh bien, maintenant, ça commence à s'effacer un peu. J'en garde tout de même un souvenir assez douloureux, puisque vous me le demandez. Est-ce que je peux même me permettre pourquoi ce séjour à Paris a été douloureux? Oh, parce que j'étais seule, je crois. Mais alors d'une solitude Volontairement. qui ne vous plaît pas, parce que la solitude ne vous fait pas peur. Non, mais à cette époque, je n'étais pas prête, si vous voulez. Aujourd'hui, la solitude, c'est une chose. Je suis préparée. Mais à cette époque, la solitude de Paris, je veux dire, la solitude des villes, est une solitude très singulière et je n'étais pas préparée. Vous revenez à Montréal et là vous faites une rencontre très très importante dans votre vie. Je me permets de le dire puisque vous me l'avez confié, c'est M. Edmund Wilson et c'est à ce moment-là que votre carrière devait prendre une tournure beaucoup plus internationale. Ça c'était en 1962, c'est-à-dire, oui, deux ans après Paris. Oui, c'était très important parce que c'était une ouverture nouvelle pour moi. Comment ça s'est fait cette rencontre avec M. Wilson qui a eu tellement d'importance pour vous? Je pense que tellement d'auteurs aimeraient justement rencontrer dans leur vie un Edmund Wilson. Comment ça s'est fait pour vous? Je ne le connaissais pas, je n'avais pas lu ses livres, mais il était très intéressé par les écrivains canadiens, français, canadiens anglais aussi, et il avait fait quelques recherches et enfin, je ne sais pas, il a trouvé mes livres par hasard et nous nous sommes rencontrés et il m'a parlé de cette bourse pour le Guggenheim, du Guggenheim de New York, si cela m'intéressait. Et je crois que à cette époque, ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que je ne parlais pas anglais. Vous êtes parti pour les États-Unis quand même sans parler anglais? C'est-à-dire, je parlais un peu, mais enfin, vraiment, je ne connaissais presque rien de la langue anglaise. Donc après Paris, où le séjour, vous nous l'avez confié il y a un moment, a été assez pénible, c'est-à-dire c'était une solitude sèche, une solitude qui ne vous a pas apporté ce qu'elle aurait pu vous apporter? Aussi, ça a apporté, sur le plan du travail, c'était une solitude féconde. Personnellement, je pensais que vous parliez de ma vie personnelle. C'est ce que je faisais en effet, oui. Eh bien, ce n'était pas fructueux, mais ce n'est pas nécessaire, ça. Enfin, il n'y a jamais de fruits quand on est dans une grande ville, dans sa chambre. C'est plus tard qu'on voit les fruits, mais à cette époque, je ne les voyais pas, enfin. Mais c'était riche sur le plan du travail, parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais quand vous êtes parti, donc, grâce à la bourse pour les États-Unis, je suppose que vous partiez un peu avec une certaine appréhension, encore une fois. Vous partiez pour une grande ville. Oui, j'avais le même sentiment, de départ. Toujours difficile pour moi. Et on vous retrouve, je pense, quelques temps après, à Wellfleet, toujours aux États-Unis. Oui, voilà. C'est grâce à M. Wilson que vous êtes rendu à Wellfleet? Oh, c'est grâce à moi aussi, c'est-à-dire c'est ma volonté qui m'a conduite. Et Wellfleet, je pense qu'on va s'amuser tous les deux, si vous voulez bien, Mademoiselle Blais, à présenter ce coin qui est le vôtre maintenant à nos téléspectateurs. Je pense que c'est un coin là, enfin, que vous aimez beaucoup. Est-ce que je m'abuse en disant ça? Ah oui, non, vous ne vous abusez pas. C'est un coin que vous aimez bien? Oui. Qu'est-ce que c'est Wellfleet, alors? Eh bien, c'est le pays, c'est le petit coin du monde où je me sens heureuse et libre, capable de travailler en paix. C'est tout, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est simplement ça, je crois. C'est tout? Un endroit pour travailler. C'est peut-être tout ce que n'est pas la grande ville, alors? Mais c'est la retraite, c'est le silence. Pour nos téléspectateurs, on pourrait peut-être préciser que Wellfleet s'est situé tout près d'un endroit qui est bien connu des touristes, qui s'appelle Cape Cod. Oui. C'est dans le Cap même. Oui. J'ai eu le plaisir de me rendre chez vous, Mademoiselle Blais, et une chose qui m'a frappé, je pense, qui va frapper n'importe qui se rendrait chez vous, c'est que vous vivez si près de la mer pour vivre si loin de la mer. Comment peut-on penser de se rendre à Wellfleet et puis de se procurer une maison qui est quand même à 5000 de la mer en plein bois? Eh bien, je ne peux pas vous donner de réponse. Non, j'ai jamais pensé à ça. En se rendant chez vous en automobile, on a eu l'impression, tiens, voilà, Mademoiselle Blais, décidément, veut fuir le monde. Cette petite route qui mène chez vous. Ah, peut-être que je veux fuir le monde, c'est certain.
Enfin, je veux le fuir pour mieux travailler, pour mieux... Parce que je me connais. Enfin, je connais mes désirs de dispersion, Je sais combien je suis facilement distraite par la vie à mes côtés. Donc, si vous fuyez tout ce monde, car Wellfleet, vraiment, vous habitez une petite maison qui est presque seule. Il y en a une autre à côté, mais c'est tout. Le village est à 5000 et ce n'est qu'un village. Ce n'est pas nécessairement par goût, c'est par discipline, c'est par un certain besoin d'ascétisme. C'est par goût, c'est par discipline, c'est pour 1000 raisons, enfin. Wellfleet est un village d'artistes. Et on sait bien, quand on dit un village d'artistes, hein, on s'imagine une foule de choses. Quelle est votre vie là-bas à Wellfleet? Bien, en hiver, c'est plutôt désolé, c'est-à-dire je travaille le matin, je marche l'après-midi, je lis le soir. Enfin, vous savez, il n'y a rien de formidable. Mais en été, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'artistes, il y en a même trop. Vous avez quand même une journée qui est très organisée et tout cela, on revient encore à ce mot, je pense, qui vous suit, la solitude. Mais ce n'est plus du tout la même solitude que vous ressentiez dans les villes. Non, parce que c'est la solitude que je choisis, enfin, c'est toujours différent. Et ce n'est pas pénible, ce n'est jamais pénible, cette solitude. Tiens, on vient de passer le jour de l'an, par exemple. Il y a eu quand même une coupure dans votre vie. Vous ne pensez pas au jour de l'an de tout le monde, quand le jour de l'an arrive et que vous êtes seul dans cette maison, si loin de tout le monde. Je ne suis pas si seule que ça, et j'ai des amis, et... non, enfin, vous savez, quand j'ai besoin de voir des gens, je les vois. Il n'y a rien de si héroïque dans ma solitude. C'est là qu'est né le roman qui nous intéresse tous ce soir. C'est là qu'est née Une saison dans la vie d'Emmanuel, à Wellfleet. Oui. Ça vous est venu comment, ce roman? Enfin, j'avais pensé à écrire, j'avais pensé à Emmanuel comme plusieurs romans, une suite à Emmanuel, plusieurs saisons dans sa vie. Au fond, ce n'est que la première. Et Jean Lemaigre sera la suite, la mort, l'agonie En quelque sorte, Emmanuel aussi sera l'agonie plus tard. Enfin, je ne peux pas vous le raconter parce que c'est le roman que je suis en train d'écrire. Mais c'est déjà une explication au titre du roman qui en a surpris plusieurs. On s'est demandé pourquoi vous avez intitulé ce roman Une saison dans la vie d'Emmanuel. Après tout, Emmanuel, c'est le poupon qui est là et qui est assez végétatif finalement. Oui, c'est la victime, c'est l'enfant qui vient de naître et qui n'a pas choisi sa naissance, qui n'a pas choisi sa famille, n'a pas choisi cette destinée terrible et qui observe. Vous avez admis tout à l'heure que votre premier roman était un roman noir, parce qu'Une saison dans la vie d'Emmanuel est un roman noir. Bien sûr, oui, c'est évident. Mais enfin, je crois que c'est très sain, parce que de dire les choses telles qu'on les éprouve, c'est honnête en tout cas. Nous avons parlé de ce petit Emmanuel, ce petit enfant, dans son berceau, autour duquel gravitent tous ces personnages, plus dramatiques les uns que les autres. Eh bien, voici quelques pages, parmi celles qui rendent compte justement de ce que voit et entend dans son berceau le petit enfant Emmanuel. Voici sa mère. Il la reconnaît. Elle ne vient pas vers lui encore. Il pourrait croire qu'elle l'a abandonné. Il reconnaît son visage triste, ses épaules courbées. Elle ne semble pas se souvenir de lui avoir donné naissance ce matin. Elle a froid. Il voit ses mains qui se crispent autour du seau de lait. « Il est là, dit grand-mère Antoinette. Il a faim, il a pleuré tout le jour. » Sa mère est silencieuse. Elle sera toujours silencieuse. Quelques-uns de ses frères entrent de l'école et secouent leurs bottes contre la porte. « Approchez, dit grand-mère. » Mais elle les frappe légèrement du bout de sa canne lorsqu'ils passent sous la lampe. Au loin, le soleil est encore rouge sur la colline. « Et le 7e? Qu'avez-vous fait du 7e? Tant que je vivrai, vous irez à l'école. » La taille de sa mère se gonfle doucement. Elle se penche pour déposer le second seau de lait. « Quand je pense qu'ils ont encore perdu le 7e dans la neige, dit grand-mère Antoinette. » Le seau déborde.
De petites gouttes de lait coulent sur le plancher dans les rayons de la lampe. Grand-mère Antoinette gronde, fait des reproches. Elle gifle parfois une joue rugueuse qui s'offre à elle en passant. Vous devriez me remercier. Ah, si je n'étais pas là, vous n'iriez jamais à l'école, hein? Grand-mère, dit une voix d'homme au fond de la cuisine. L'école n'est pas nécessaire. La voix d'homme n'est qu'un murmure. Elle se perd, disparaît. Debout contre le mur, la tête un peu renversée sur l'épaule, sa mère écoute en silence. Elle dort peut-être. Sa robe est ouverte sur un sein pâle qui fléchit. Ses fils la regardent silencieusement, et eux aussi attendent que la nuit vienne sur la colline. Un hiver dur, dit l'homme en se frottant les mains au-dessus du poêle, mais un bon printemps peut-être. Il enlève ses vêtements trempés de neige, il les fait sécher sur une chaise près du feu. Il enlève ses souliers épais, ses chaussettes. L'odeur des vêtements mouillés se répand dans la maison. Il a tout pris du cœur de sa mère. Il a bu tout le lait de sa bouche avide, et maintenant il feint de dormir. Il y a aussi les orphelinats, dit l'homme. Je préfère le noviciat, dit grand-mère Antoinette. Ça coûte rien, ils sont bien domptés. Mais je comprends pas pourquoi ils ont besoin d'étudier, dit le père dans sa barbe. Ah, les hommes ne comprennent rien à ces choses-là, dit grand-mère Antoinette en soupirant. Grand-mère, poursuit la voix de l'homme au fond de la cuisine, tandis que la flamme s'élève lentement du poêle et qu'une petite fille à la fenêtre regarde avec ennui le soleil couchant, les mains jointes derrière le dos. Grand-mère, je connais la vie plus que toi. Je sais à quoi se destinent mes enfants. Adieu, dit grand-mère Antoinette. Sa mère le prend dans ses bras. Elle le protège maintenant de son corps fragile. Elle soutient sa tête afin qu'il mange et boive en paix. Mais la longue silhouette de grand-mère veille encore, tout près, poussée par quelques devoirs étranges, à découvrir ce qui se passe dans le secret de son être, interrompant parfois le fade repas qu'il prend en songe. Il épuise sa mère. Il prend tout en elle. Sa mère, elle, ne dit rien, ne répond plus. Calme, profonde, déserte. Il est là, mais elle l'oublie. Il ne fait en elle aucun écho de joie ni de désir. Il glisse en elle. Il repose sans espoir. Cet enfant voit tout, dit grand-mère Antoinette. Rien ne lui est caché. Comment l'appellerons-nous? David? Joseph? Trop de Joseph dans les générations passées. Les hommes faibles. Les Emmanuel ont été braves. Ils ont toujours cultivé la terre avec soin. Appelons-le Emmanuel. À propos de votre roman, M. Yves Berger, écrivait que votre instrument littéraire est la flûte dont vous jouez à ravir d'horreur. On voit immédiatement que ce n'est certainement pas un roman facile, si peu facile d'ailleurs, que M. Edmund Wilson doutait que ce roman ne puisse paraître au Canada français, et même s'il devait paraître, disait-il, alors là, la critique serait tout à fait négative. On voit que la première prédiction ne s'est pas réalisée du tout. Le roman est bien paru. D'ailleurs, nous avons avec nous ce soir M. Jacques Hébert, directeur des Éditions du Jour, qui a publié le roman. M. Hébert, est-ce que vous avez éprouvé quand même quelques craintes alors que vous avez décidé d'éditer le roman? Bien, disons que c'était ma deuxième expérience avec Marie-Claire Blais, puisque j'avais publié, je pense, il y a 5 ans, je crois, un roman qui s'appelle Le Jour est noir, qui est un très beau livre aussi, plus difficile peut-être, qui avait été accueilli plutôt froidement à l'époque. Et je pense même qu'il m'en restait peut-être 3000 d'invendus lorsque Marie-Claire Blais est venue me porter le manuscrit d'une saison dans la vie d'Emmanuel. Alors, disons que c'était peut-être pas, dans un sens, très encourageant, mais d'autre part, je dois dire que j'ai aimé ce livre tout de suite. Et en écoutant Marie-Claire Blais vous parler tantôt si modestement, je me souviens de cette impression extraordinaire que j'avais eue quand elle m'avait téléphoné, je pense, pour s'inquiéter de ce que je pensais de son livre, pensant que je ne l'aimais pas parce que je tardais à lui donner des nouvelles alors que je l'avais aimé tout de suite. Mais en toute modestie, je dois vous avouer que je ne pensais pas, en feuilletant et en lisant ce livre, qu'il ferait le tour du monde ou qu'il gagnerait le prix Médicis. Au fond, je l'ai publié pour 2 raisons. La première, parce que j'aimais le livre, c'est toujours une raison suffisante pour un éditeur. Et ensuite, parce que j'aimais beaucoup l'auteur, en ce sens que
J'ai trouvé ça tellement merveilleux de voir cette jeune fille travailler si fort, alors que déjà on commençait un peu à l'oublier. Et je me disais, si ce livre ne fait pas un grand succès financier, je suis sûr que le prochain ou un de ces livres, certainement, fera le tour du monde. Merci beaucoup. Eh bien, pour ce qui est de la critique, encore là, les prédictions de M. Wilson ne se sont pas avérées exactes. Les critiques ont été quand même un peu plus élogieuses. Il ne faudrait quand même rien exagérer. Cependant, la critique de M. Étier Blais dans Le Devoir, vous vous souviendrez peut-être de l'avoir lu, elle avait été tout à fait extrêmement élogieuse. C'était quand même une exception à ce moment-là. M. Blais, comment expliquez-vous que l'enthousiasme n'a pas été unanime, loin de là, quand vous avez fait cette critique? Ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord que l'univers de Marie-Claire Blais est un univers, un monde très difficile dans lequel il faut rentrer. Et plus elle écrit, plus son monde devient compliqué et obscur. Et moi, je n'avais jamais eu l'occasion de parler de Marie-Claire Blais. C'est la première fois que je parlais d'elle. Et donc, je gardais au fond de moi-même des sortes de couches successives de silence. J'étais très malheureux de ne pas pouvoir parler d'elle. Ce qui fait que j'ai lu Une saison dans la vie d'Emmanuel dans une sorte d'exaltation. Remarquez que je n'ai pas été le seul à dire du bien du livre de Marie-Claire Blais. Je pense qu'André Major, dans le Petit Journal, avait été aussi extrêmement élogieux. Et que si on a parlé d'elle d'une façon peut-être un peu fausse, c'est plutôt dû à un concours de circonstances qu'à de la méchanceté de la part des critiques. Et de plus, Marie-Claire Blais est un écrivain, on hésite à parler d'elle de cette façon quand elle est là, mais enfin. Marie-Claire Blais est un écrivain qui fait très cavalier seul. Et malheureusement, je pense qu'au Québec, et en particulier à Montréal, on a tendance à parler des écrivains en fonction de petites chapelles littéraires. Toutes petites, des chapelles licules. Et que Marie-Claire Blais, elle, vit à l'étranger, elle envoie de temps à autre au Canada comme une sorte de bolide, un roman qu'on lit et qu'on trouve très beau, ou qu'on lit et qu'on n'aime pas. Et elle ne participe pas à la vie littéraire de Montréal. Elle se présente toujours de l'extérieur. Elle nous apporte quelque chose de profondément canadien-français, mais c'est une voix qui nous vient quand même de l'étranger. Et ainsi, elle n'a pas cette sorte de petits groupes qui l'entourent et qui la supportent et qui la pressent de produire des choses de plus en plus semblables à ce que nous souhaitons qu'elle produise. Ce qui fait que il y a aussi un élément de fatigue qui intervient chez les critiques et dans le public, en sorte que je peux dire que j'ai dit du bien de Marie-Claire Blais tout simplement parce que je n'ai pas été entraîné par cette fatigue, puisque je n'avais jamais parlé d'elle. J'ai parlé d'elle pour la première fois d'une façon purement objective, et ça a été une sorte de cri du cœur d'un critique qui aime lire et qui aime les livres, et qui se trouve tout d'un coup en face d'un livre qui est merveilleusement vrai et qui représente en profondeur notre réalité. M. Étier Blais, merci beaucoup. On aimerait peut-être ici souligner un fait qui est peut-être de nature à vous amuser, je ne sais pas. C'est qu'à mesure que l'on s'éloigne de Montréal, si on fait abstraction de la critique de M. Blais dans Le Devoir, eh bien, l'éloge se fait de plus en plus marqué. Un phénomène, dit-on au Canada. Nous citons ici M. Étier Blais. Aux États-Unis, un phénomène, oui, peut-être un génie. En France, le génie est là, et c'est Claude Mauriac. Claude Mauriac, qui est un critique français très bien connu. D'ailleurs, voici un extrait d'un article que M. Claude Mauriac écrivait. L'une des énigmes d'une saison dans la vie d'Emmanuel est d'avoir été écrit par une femme, alors que la plupart des enfants de cette famille de 14 gosses que nous y voyons vivre et mourir, ceux du moins que nous montre l'auteur, sont des garçons. Il y a surtout le couple terrifiant et sublime de ces deux frères, Jean Lemaigre et le 7e, dont les gestes et les paroles sont à la fois d'une telle cruauté et d'une telle beauté, d'une si totale dérision et d'une si haute plénitude. Le génie est là, chez ce Jean Lemaigre prodigieux, chez celle qui l'inventa.
On parle beaucoup de nouveaux romans, de romans nouveaux. Est-ce qu'on peut dire que Une saison, c'est un nouveau roman, Marie-Claire Blais? Non, je ne crois pas. Non. C'est pas un nouveau roman. Parce que je ne suis pas très intéressée par les écoles de romans, mais j'admire beaucoup cette expérience de nouveau roman. Est-ce que vous aimez suffisamment cette expérience pour tenter un jour d'écrire ce qu'on pourrait appeler un nouveau roman? Peut-être qu'on ne l'appellera pas un nouveau roman, mais enfin, j'écris quelque chose en ce moment qui n'est pas dans la forme traditionnelle du roman. Maintenant, je ne sais pas sous quel titre on peut envelopper ce roman que j'ai écrit en ce moment. Je ne sais pas. Monsieur laissez dire également, Marie-Claire Blais, que vous aimiez beaucoup le cinéma et peut-être aussi le nouveau cinéma, mais le cinéma en général. Oui, c'est vrai. Vous permettez même de temps à autre des cures de cinéma, c'est exact? Oui. Quels sont vos cinéastes préférés au cinéma? Bergman et Truffaut. Nous avons avec nous, comme vous le savez, Marie-Claire Blais, et ça fait plaisir de l'annoncer à nos téléspectateurs, nous avons avec nous un cinéaste français qui est bien connu, c'est M. François Reichenbach, et je vous demanderai bien de bien vouloir l'accueillir avec nous, M. Reichenbach. Alors, M. Reichenbach, est-ce qu'on peut dire que vous faites du nouveau cinéma comme Marie-Claire Blais ne fait pas, elle, de nouveaux romans? Je fais du cinéma tout court, je ne sais pas s'il est nouveau, mais enfin... Dans une forme bien particulière, cependant, surtout si je ne m'abuse. Vous faites, je ne dirais pas du reportage, mais du document. Non. J'ai tort? Oui, parce que je fais du cinéma impressionniste, donc c'est pas du document, parce que ça devient faux quand ça passe par moi. Je pense pas que ce soit du document. Enfin, je me sers des documents de la vie pour les voir tels que je les vois. Vous faites du cinéma impressionniste? Oui. C'est-à-dire? Cinéma de peintre plutôt que de photographe. Pour ça que... Je m'excuse, mais je pense Oui. à Amérique insolite, n'est-ce pas, mademoiselle Blais? J'ai l'impression que vous nous avez donné là un document, non? Oui, mais ça il y a très longtemps. Il y a 5, 6 ou 7 ans. Alors là, j'étais plus... Je peux pas dire plus modeste, mais c'était le sujet qui me fascinait. Moi, je n'existais pas beaucoup derrière tout ça. Une chose qui pourrait être intéressante à souligner également, c'est que mademoiselle Blais vit aux États-Unis, que vous avez fait, entre autres, l'Amérique insolite. Est-ce exact de dire que vous partagez tous les deux un certain enthousiasme pour les États-Unis? Mademoiselle Blais d'abord, peut-être? Je préférais écouter son opinion. Écoutons l'opinion de M. Reichenbach, alors. Ben, je crois que l'Amérique m'a inspiré, que j'avais besoin de la connaître. Non pas tellement de connaître l'Amérique, mais de la montrer aux Français qui ne la connaissaient pas et qui se méfiaient à l'époque de l'Amérique. Donc j'ai besoin de la montrer. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs du cinéma. Je ne savais pas raconter les histoires, je ne savais pas écrire, je ne sais toujours pas. Alors j'ai montré des images de l'Amérique. Mais avant que mademoiselle Blais ne réponde, j'aimerais savoir que quand vous avez voulu montrer ces images, je pense toujours à ce film qui remonte à il n'y a que 10 ans quand même, l'Amérique insolite, est-ce que c'était le film de quelqu'un qui aimait les États-Unis ou quelqu'un qui n'aimait pas les États-Unis? Quelqu'un qui était amoureux des États-Unis et qui ne l'est plus. J'ai l'impression tout à coup que M. Reichenbach prévoit votre intervention, mademoiselle Blais. Est-ce que vous êtes amoureuse des États-Unis? Moi, je crois qu'il avait un amour violent. Enfin, les images étaient violentes. Sa déception, on commençait déjà à la voir dans votre film. On commençait à sentir la révolte et c'était profond. Je crois que vous étiez choqué par l'abondance. Vous croyez vraiment, mademoiselle Blais, que les Français peuvent être choqués de l'Amérique comme on l'est, nous? Bien sûr, pourquoi pas? C'est vrai, M. Reichenbach? J'ai l'impression que les Français sont amusés aux États-Unis beaucoup plus que choqués. Non, mais ils peuvent être choqués. Non, je ne crois pas que M. Reichenbach, je ne crois pas, il n'était pas amusé, il était séduit, mais en même temps endolori. Hein? C'est ça. Je pense que c'est le moment rêvé pour voir quelques images de cette Amérique insolite. D'ailleurs, ce sont des images qui ont préparé le film. Ce n'est pas le film lui-même. Machine à distribuer les cure-dents. Les frotte-souliers. Machine à délasser par trépidation et vibration de la plante des pieds. Chemin de fer pour sandwich.
ne cherchez pas, cet appareil ne sert strictement à rien, si ce n'est à étonner le client. L'Américain aime à être étonné, comme il aime à être gourmand. Mais sa gourmandise est un peu atteinte de gigantisme. Une douceur, pour lui plaire, doit avoir la taille d'un gratte-ciel et le bariolage d'un dessin animé. Seul le nom de cette glace manque de poésie. En raison de tous les ingrédients qui entrent dans sa composition, on l'appelle un évier de cuisine. Dans ce pays jeune, rien n'a le droit de vieillir. De belles voitures à peine usées deviennent termitières de ferraille ou écureuils publicitaires. De même, cette église, bâtie, semble-t-il, pour la fin heureuse d'un conte de fées, qu'un peu d'humidité vienne à souiller l'un de ses murs, et on ne prendra pas la peine de la réparer. On la vendra à l'encan. Mais on n'a pas encore trouvé d'acheteur pour ces navires abandonnés dans un champ parce qu'ils n'étaient plus du dernier modèle. Un cuirassé se démode ici plus vite qu'une robe. Les États-Unis sont le pays de la grande industrie, mais l'artisanat peut encore y trouver refuge. Par exemple, ce puits de pétrole privé pour familles modestes. Et quelques milliers de francs de rente annuelle et aussi quelques soucis. Chaque matin, en allant chercher le lait à la porte de la rue, le propriétaire tremble de trouver son puits à sec. Pays des contrastes, l'Amérique nous offre ces visages d'un peuple bon enfant. Mais ces enfants déguisés, ces joyeux de rire, ces amoureux attendrissants, sont les pères, les frères ou les sœurs de ces créatures tellement sophistiquées que l'on ne sait plus si elles appartiennent au règne végétal, animal ou humain. C'est démodé. Vous me dites? C'est démodé, donc à la mode. Ce qui est in est out, et ce qui est out est in. Oui. C'était fait il y a quand même un certain temps, mais pas tellement, il y a 10 ans. Oui, ça a été fait 3 ans avant l'Amérique insolite. C'est ça qui a décidé du film. Parce que ça avait amusé tout le monde, alors on m'a dit, va plus loin. Alors j'ai fait le tour de l'Amérique, où c'est une région. Est-ce que d'après vous, mademoiselle Blais, on a vu là quand même, vous qui avez vécu aux États-Unis, vivez encore aux États-Unis, ce qu'est les États-Unis ou une facette bien particulière, très choisie des États-Unis dans ce film? J'ai l'impression que vous êtes d'accord avec moi que c'est seulement un aspect que nous venons de voir, un aspect rigolo. Fragile, Oui. mais que nous avons manqué cette scène extraordinaire du rodéo qu'il a faite dans l'Amérique insolite, où vous voyez les prisonniers du Texas qui vont, n'est-ce pas, gagner leur liberté. Qui vont gagner leur liberté. Enfin, ils ne la gagnent pas, vraiment. Expliquez-vous. Non, le rodéo des prisonniers, mais il y a bien longtemps, ils jouent leur liberté en ayant du courage à cheval, et s'ils se comportent bien pendant ce rodéo entre des grilles, on leur enlève quelques années de peine. Donc ce pays est le pays de la liberté, donc la liberté de filmer aussi. Et c'est pour ça que j'aime quand même beaucoup l'Amérique. C'est que j'ai envie de faire un film, j'irai là-bas, faire des choses difficiles. Vous avez dit que ça avait vieilli un peu, ça me porte un peu à vous parler un peu de votre technique. Commençons d'abord
parler de cette technique qui est la vôtre et qui était la vôtre, disons, alors que vous faisiez vraiment du document. Je pense qu'ici, on pourrait parler de candid camera. Mais c'est vrai, au début, je pensais qu'il faut surprendre les gens pour les montrer tels qu'ils sont. Donc je me cachais. J'étais derrière les serrures et je montrais la vie telle qu'elle est sans moi. Ça nous semble, en tout cas, une formule idéale si vous voulez montrer les gens tels qu'ils sont, non? Oui, mais alors là, j'ai remarqué que c'était finalement un procédé de photographe, c'est-à-dire qu'il ne montre qu'un instant de la vie, et que maintenant, j'ai plus envie d'être peintre. Enfin, j'ai cette prétention de montrer les visages plus profondément, donc rester longtemps devant les gens qui me regardent aussi. Donc, je les peins. Et je vais à l'intérieur d'eux-mêmes, et quand ils me regardent, il y a un mariage entre moi et la caméra qui fait que j'arrive à découvrir l'intérieur des êtres et non plus uniquement l'extérieur. Est-ce qu'on pourrait supposer qu'avec cette nouvelle technique qui est la vôtre, c'est-à-dire d'être vu, non pas par un professionnel, bien sûr, par quelqu'un dans la rue, c'est ça? Oui, par tout le monde, par les portraits que je fais. Il faut que les gens me connaissent. C'est un dialogue. À ce moment-là, il n'y a pas de danger quand même de photographier des attitudes, de photographier un masque, parce qu'on sait très bien qu'immédiatement, quand on voit une caméra, on n'est pas tout à fait soi-même. Non, mais c'est ça le charme et, si vous voulez, la qualité qu'on peut avoir ou ne pas avoir, c'est justement de se marier, qu'on peut aller à l'intérieur des gens, sans pour ça les intimider, mais les laisser tels qu'ils sont. Ce petit film que nous voyons tout en causant, c'était votre première méthode. C'était la méthode cachée, alors que les gens ne le voyaient pas. Oui, puis je m'aperçois que c'était la première fois que je filmais Johnny Hallyday, la première fois que j'étais sur une scène. J'ai eu la chance de découvrir les gens avant qu'ils soient connus. C'est quand même une formule qui vous a donné l'Amérique insolite, qui ne serait pas possible avec votre nouvelle technique. Non, je viens de rester 3 ans au Mexique, et là j'ai fait connaissance avec le Mexique, mais qui a fait connaissance avec moi en même temps, tandis que l'Amérique, c'est moi qui la regardais, mais l'Amérique ne me regardait pas. Votre nouvelle façon de procéder, de travailler, nous a donné des portraits. Vous avez fait des portraits de personnes très célèbres. Tant de mémoire, quitte à en oublier quelques-unes, là. Oh, Jeanne Moreau, actrice, Nourouyev, danseur, Cordobès, Orson Welles, bientôt Stravinsky, et j'ai la permission de Picasso d'aller vivre chez lui pendant un moment. Voilà. Quand vous voulez faire le portrait de quelqu'un sur film, sans temps, qu'est-ce que vous voulez nous montrer exactement? Eux et un peu moi. C'est-à-dire que c'est toujours à soi auquel on pense, c'est-à-dire c'est eux vus par un cinéaste, et non pas eux photographiés. J'en reviens toujours à la même question. Parce que finalement, un cinéaste pense toujours un peu à sa personnalité qui doit transpirer, qui doit se montrer un peu dans les images qu'il nous donne. Oui, et c'est pour ça que j'ai filmé Marie-Claire Blais, parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait en elle, elle ressemblait à un Velasquez. Elle avait un visage extraordinaire à photographier. J'avais pas lu son livre et j'avais pas aucune envie de la filmer, pas plus qu'elle avait envie de se laisser filmer. Mais quand j'ai vu son visage, j'ai dit, il y a quelque chose, et comme je suis sûr que c'est un immense écrivain, beaucoup plus même que vous ne l'avez encore dit, moi je le dis avec beaucoup plus d'enthousiasme, sans réserve, eh bien je trouvais que ça me fait plaisir d'être un des premiers à l'avoir filmé, d'autant plus qu'elle ne doit pas aimer ça du tout, et qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres qui le feront. Est-ce que Mademoiselle Blais aurait été un des sujets les plus difficiles pour vous à tourner en tant que cinéaste? Oui, parce que elle n'avait aucune envie de se laisser filmer, moi aucune envie de la filmer, alors ça aurait pu durer longtemps. Est-ce que c'est vrai que vous n'aviez aucune envie d'être filmé, que M. Reichenbach ne fasse votre portrait, Mademoiselle Blais? Mais il avait des vertus. Il était un ange avec moi, très patient. Mais de prime abord, quand on vous a proposé la chose, ça ne vous intéressait pas du tout? C'est-à-dire, je me sentais timide, si vous voulez. Bien sûr, c'est normal. C'est l'intérieur, comme il dit, vous savez. Oui. Ça faisait partie des tortures parisiennes qui arrivent à quelqu'un qui réussit, qui a eu ce succès énorme. Alors, elle a dit un de plus ou un de moins. Et voici une chose. C'était pas ça, non, c'était pas ça. Ah bon? Ah, qu'est-ce que c'était? Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que c'était? C'était d'être trouvé par quelqu'un. Un œil qui vous regarde, c'est tout. Oui. D'ailleurs, si j'étais moi, j'accepterais pas qu'on me filme. Bon, voilà. Parce que ou on est complaisant, ou on vous démystifie. Donc, enfin ça c'est un secret. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce film que vous avez fait de Mademoiselle Marie-Claire Blais? Vous avez été complaisant ou si vous l'avez démystifié? Non, pas dit, on n'a pas eu beaucoup de temps. Elle m'a dit, vous savez, dans une journée, je fais pas grand-chose, suivez-moi, je vais signer un livre, je vais à la télévision, je me promène, je ne sais pas où je vais déjeuner, puis après je rentre dans ma chambre. C'est tout. Vous voyez que les circonstances sont tout à fait exceptionnelles. Mademoiselle Marie-Claire Blais n'était pas intéressée du tout à ce qu'on fasse un film. Monsieur Reichenbach n'était pas tellement intéressé au début à faire ce film. Ce film s'est fait quand même, malgré tout. Voici le portrait de Marie-Claire Blais, fait par Monsieur Reichenbach. Et c'est une commande de Radio-Canada.
Marie-Claire Blais. Je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, on m'a dit elle a le prix Médicis. Quand je l'ai connue, elle m'a dit bah, je fais rien dans une journée. Je signe des livres et je rentre chez moi et je pense. Il est arrivé d'aller à la télévision, faire une petite interview. Est-ce qu'on va pouvoir aller pour année cette fois, s'il vous plaît? C'est moi. Par une matinée d'automne bleu et or, je mis le pied pour la première fois sur la repreniez un petit peu plus fort. Que je me remis à penser à la religion avec beaucoup plus de sérieux que je ne l'avais fait depuis mon arrivée en Amérique. Je vais vous poser la question suivante qui est un peu indiscrète. Quand vous avez quitté le foyer familial, vous aviez 16 ans. 17. Bon, je dirais 17 si vous voulez. Vous avez écrit le premier bouquin, La Bonne Bête. La Belle Bête. Mais j'ai mis ça exprès pour ne pas me tromper. Quand vous avez écrit le premier... Oui, vous aviez 20 ans. Entre 16 et 20 ans. Comment avez-vous gagné votre vie? J'ai travaillé. Mais quelle forme de travail? Est-ce que vous avez fait un travail intellectuel ou est-ce que vous avez fait un... Du travail. Ah, c'est ça, vous avez appris à vivre. Absolument. Ben, vous me donner des petits détails, c'est pas indiscret de demander des détails sur cette existence que vous avez menée, ça va. Bon, alors donnez-moi des détails, qu'est-ce que Tantôt, mais c'est tantôt que vous... Elle ne m'a pas parlé, je l'ai regardé et je dis dans son visage, il y a du génie. Et je pouvais simplement prendre le visage de Marie-Claire. Mais c'est pas Paris, c'est pas son livre. Il y a quelque chose dans ce regard qui m'a absolument bouleversé. C'est pour ça que je viens demander aujourd'hui à notre prix Goncourt, Mademoiselle Edmonde Charleroux, qui est une de mes amies, qu'elle me dise ce qu'elle pense de Marie-Claire Blais du point de vue humain. Eh bien, comme vous, je ne connaissais pas du tout Marie-Claire Blais. J'avais lu son livre qui m'avait énormément plu, et puis brusquement, nous avons vécu ensemble, si je puis dire, pratiquement 2 semaines, tout de suite après nos prix respectifs, allant d'une séance de signature à une autre, et j'ai découvert Marie-Claire comme on pourrait découvrir un petit animal sauvage ou un petit lutin des forêts qui serait brusquement jeté dans la jungle parisienne, et je me suis dit comment va-t-elle résister? Et à mon grand étonnement, j'ai vu que Marie-Claire était un être absolument pur, intact, pas touché par la gloire, complètement elle-même. Elle m'a énormément plu. Je trouve qu'elle a quelque chose de... Vous avez raison de dire qu'elle a du génie et qu'on pourrait le deviner sans lire son livre, rien qu'en voyant son visage. D'autres passages comme ceci. Mais il faut que vous disiez pourquoi vous le lisez. Ça vous gêne pas trop d'expliquer pourquoi vous avez choisi ces extraits? Pourquoi ça me gênerait? Eh ben alors je vais vous poser la question et puis c'est comme ça que vous allez répondre. Moi je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que sans ça, qu'est-ce que vous dites? Je ne vais pas assister tout le temps livre de chevet, Mais c'est tous les soirs, les gens qui prennent l'émission comme ça un soir. Oui. Et puis qui entendent comme ça quelqu'un qui rentre dans un livre et puis c'est terminé. Ça vous paraît pas un peu mal? Non, parce que les gens quand même, vous comprenez, si on leur dit qu'elle dit terre lointaine, eh ben mon Dieu, c'est que c'est son livre de chevet, puisqu'on leur annonce pas au caractère. Jamais. On dit le livre de chevet de Marie-Claire Blais. Bon, alors. On n'annonce pas de texte, rien du tout. Bon, alors est-ce que... Qu'est-ce que... Ça tourne. Alors, ça tourne, hein. Ça tourne, oui, mais je ne sais pas si ça tourne dans la cabine, là, chez nous, là-bas, dans l'aquarium, comme je disais tout à l'heure. Je vous rappelle, Marie-Claire Blais, que cette émission s'intitule Le livre de chevet. Terre lointaine est le plus récent ouvrage de Julien Green. Il est déjà à votre chevet? Oui, j'ai beaucoup aimé tous ces livres, Partir avant le jour, Terre lointaine, et ce sont des livres autobiographiques, je crois. Certainement. Et ils sont très émouvants, comme le journal, je crois. Et vous les reprendrez alors, parce que le livre de chevet, c'est celui qu'on éprouve le besoin de relire. Bien, je ne sais pas si je peux le relire souvent, parce que je ne sais pas pourquoi, ça me fait un peu mal. Ça vous fait un peu mal? Mais enfin, c'est nostalgique, c'est mélancolique. Eh bien alors, nous allons reprendre cette lecture. Quel est l'extrait que vous allez choisir ce soir? C'est simplement l'histoire de jeune homme qui arrive aux États-Unis et qui n'est pas adapté encore et qui est solitaire et en même temps qui a de grands sentiments religieux. Et c'est la découverte de cette solitude américaine. Il y avait un garçon aux cheveux noirs que je voulais et ne voulais pas regarder.
La lutte intérieure qui en résultait m'empêchait de bien suivre les prières. Il existe un genre, n'est-ce pas? On a le genre écrivain. Alors on pontifie, on joue un personnage. Marie-Claire, comme je vous l'ai dit, ne le joue pas. Elle est elle-même, elle transporte sa réalité qui est projetée vers le personnage auquel elle parle. Et c'est la condition pour être un écrivain. Si on commence à ne pas être soi-même, on ne peut pas être un écrivain. Marie-Claire a toutes ces conditions-là au maximum. Elle est complètement naturelle, elle est complètement elle-même. Il semblerait impossible que Marie-Claire, dans ce domaine-là, puisse faire une concession quelle qu'elle soit. Elle fera triompher sa personnalité, à travers sa personnalité, ce qu'elle a à dire. Et je crois qu'on peut dire ça de très très peu de gens. Ne plus venir le 17, repos. Oui, oui, d'accord, repos. 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 C'est ça. Oui. Alors, irai à Montréal, janvier. Vous téléphonez. Téléphone. Oui, vous téléphonez, d'accord. Elle était plus forte que tous les gens avec qui elle a été en présence. Oui, oui, oui. Et qui ont essayé justement de la mettre en boîte parce qu'elle était un petit peu gauche. Oui, un petit peu gauche. Moi, elle me donne l'impression d'un lutin avec son menton pointu, ses petits cheveux ébouriffés. Mais enfin, c'est un petit lutin qui sait très très bien ce qu'il veut. Hein. Elle n'a rien d'une petite fille paumée, enfin vous. Imitez-le encore. Say, we might southern accent, don't trouble about that. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, cet accent? I don't know. Et je pense aussi que dans l'avenir, même si elle a encore beaucoup plus de succès qu'elle en a maintenant, elle ne changera pas d'un iota. Et ça, pour moi, c'est comme si je vous disais, voilà toutes les raisons qui font qu'elle va gagner. Mademoiselle Blais, je constate tout à coup que vous n'aviez pas vu ce portrait que M. Reichenbach a fait de vous. Étonnant. Dans quel sens? Je sais pas. Il est très perspicace, ce garçon. Ça semblait vous amuser, en tout cas, comme portrait. Vous avez ri à certains moments. Je trouve ça inquiétant. Est-ce qu'elle a raison de trouver ça inquiétant, M. Reichenbach? Oui, je trouve qu'on ne doit pas faire de portrait comme ça, mais enfin. Ça restera, je pense, parce que je serai associé à son nom, ce qui va très bien pour moi. On ne doit pas faire de portrait comme ça. Vous vous êtes trouvé un peu indiscret? Vous avez trouvé que vous alliez trop loin, quoi? Non, on peut aller encore beaucoup plus loin. Parce que oui, je connais oui, vous pouvez aller plus loin. Beaucoup plus loin, mais on le fera peut-être maintenant que je sais qu'on ne doit pas le faire. Moi, il y a une chose qui m'a frappé en regardant ce film, c'est qu'à un certain moment, vous avez l'air tellement ennuyé. C'est malheureux de le montrer comme ça, n'est-ce pas? Vous ne pensiez pas de le montrer, je suppose. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez voulu nous montrer, que Paris pouvait être vraiment ennuyant pour certaines personnes? J'ai trouvé ça amusant, justement, de faire un portrait où elle dominait Paris et Paris était tout petit à côté d'elle. Les gens qu'elle a rencontrés cette journée-là étaient assez moyens. Donc, c'est son attitude envers des gens moyens qui m'a amusé. Monsieur Reichenbach, vous avez des projets dans les médias? Oui, beaucoup. Ben, grâce au livre que je viens de lire, j'ai découvert un Canada que je voudrais découvrir avec ma caméra. Je ne sais pas s'il existe ou il n'existe pas, mais j'ai envie d'aller à l'aventure dans la neige. Maintenant, j'aime la neige, je ne l'aimais pas avant. Est-ce que ce sera un Canada un peu insolite ou quelque chose de tout à fait différent? Non, j'ai envie de découvrir un Canada que j'imagine mais que je ne connais pas. Marie-Claire Blais, le prix Médicis, vous l'avez maintenant ce soir, là, en terminant, quand on pense à tout ça. C'était quoi? C'était une aventure passionnante, extraordinaire? C'était quelque chose de pénible? C'était quoi l'obtention du prix Médicis 1966? C'était une grande aventure, pour beaucoup de raisons, parce que j'ai trouvé beaucoup d'amitié à Paris, au Canada. Est-ce que c'est une aventure qui est de nature à modifier d'une façon ou d'une autre ce que vous allez désormais écrire? Non, pas du tout. Votre vue du monde, votre conception des choses n'a quand même pas changé. Mais pourquoi changerait-elle? C'est une aventure qui aurait peut-être pu changer les choses. Je ne sais pas, je vous le demande. Non, je ne crois pas. C'est peut-être que ça fera du bien de penser à ces amitiés que j'ai eues à Paris, et ça, c'est très important. Mais
autre transformation sur le plan du travail, je ne crois pas, enfin, non. Est-ce que l'obtention d'un prix comme celui-là peut peut-être donner à un écrivain une certaine confiance? Il ne faut pas trop penser à ça. Il s'agit de l'oublier maintenant, je crois. Est-ce qu'il y a eu de mauvais côtés, des à-côtés dangereux par celui-là? Eh bien, c'est comme toute belle chose, n'est-ce pas? Toute chose heureuse qui vous arrive, ça vous trouble. Mais c'est quand même une belle chose et une chose heureuse. Bien sûr. Pour vous. Bien pour nous, chers téléspectateurs, maintenant, Marie-Claire Blais, en autant que pour nous, je disais bien, elle retourne à Wellfleet. Et je pense que pour nous, Canadiens français, comme lecteurs de Marie-Claire Blais, c'est peut-être la chose importante. C'est qu'elle retourne là-bas, dans cette maison jaune, isolée de tout le monde, et qu'elle nous revienne plus tard avec un autre livre aussi passionnant. La semaine prochaine, M. Reichenbach, merci infiniment. Mademoiselle Blais, merci infiniment. La semaine prochaine, c'est Paul-Émile Tremblay qui sera votre hôte, et nous vous présenterons, au sel de la semaine, une journée dans la vie d'une institutrice. Comme invité, l'institutrice elle-même d'abord, et M. Marcel Masse, ministre adjoint à l'Éducation. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Bonsoir.